Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire. Merci de nous suivre encore sur tous ces webinaires. Il y a quand même pas mal d'inscrits ce soir, donc ça va être sympa. Ce soir, je suis avec Vincent et on va parler de recrutement. Donc, comment recruter ses équipes sans prendre de risques ou alors en tout cas limiter les risques. Euh, donc voilà, on va commencer tranquillement dans quelques minutes. Je vais attendre que tout le monde arrive. En attendant, je vous rappelle qu'il y a le chat qui est disponible pour vous, pour que vous puissiez nous poser toutes vos questions. Donc n'hésitez vraiment pas à utiliser le chat tout au long du webinaire, hein, pas besoin d'attendre la fin. On y répondra au fur et à mesure. Ça sera un petit peu plus interactif. Donc bonjour à tous. N'hésitez peut-être pas à nous dire d'où vous nous regardez. C'est toujours sympa de voir d'où vous êtes. Nous c'est l'Est à fond ce soir avec Vincent. Donc bonjour à tous. Alors, je vais attendre encore 2 petites minutes pour que tout le monde arrive. Voilà, alors ce soir, au programme, ce sera du coup une courte présentation de Rivalis pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. D'ailleurs, moi, je suis Pauline, chargée de communication et marketing chez Rivalis, si jamais il y en a qui ne me connaissent pas encore. Donc voilà, courte présentation de Rivalis et après, je donnerai la parole à Vincent pour qu'il puisse se présenter et on pourra entrer dans le vif du sujet directement après. Voilà. Et ben écoutez, on va pouvoir commencer. Donc Rivalis, on est le premier réseau d'accompagnement des dirigeants en France. On a 28 ans d'expérience, on a été créé en 1994. On a 787 conseillers en France et en dom-tom, donc il y a forcément un conseiller à moins d'1 heure de chez vous. Voilà, c'est de l'humain, c'est de la proximité. 118 497 entrepreneurs utilisateurs de l'ensemble de nos services. Le BSP, notre feuille de route. Alors le BSP, c'est quoi? C'est le bon sens pratique, le bon sens paysan. Nous, en fait, nos conseillers Rivalis vont aider les dirigeants et les patrons de TPE et PME dans la gestion de leur entreprise en leur donnant les conseils les plus faciles et les plus pratiques à mettre en place. Ça sera pas voilà des choses super compliquées, ça sera vraiment de la gestion simple pour réussir à s'en sortir. La sérénité du patron, notre mantra, c'est la sérénité du patron, c'est vraiment ce qu'on recherche dans le fait d'accompagner les dirigeants. C'est le mantra de nos conseillers Rivalis. 93% de satisfaction client. Donc ça, c'est un chiffre qu'on mesure régulièrement. Et voilà. Et 2 derniers chiffres avant de passer la parole à Vincent. Plus 71% de sérénité et plus 40% de résultats. Ça, c'est les chiffres de nos dirigeants de TPE, PME qui sont accompagnés par un conseiller Rivalis. Et pareil, ce sont des chiffres que nous mesurons régulièrement. Voilà, je vais passer la parole à Vincent pour que tu puisses te présenter. Bonjour Vincent. Bonjour Pauline, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être avec vous. J'espère que je vais vous apprendre des choses qui vont vous servir à quelque chose, vraiment concrètement, parce que notre bon sens paysan, on y tient beaucoup, donc on n'invente pas des usines à gaz. Et moi, donc, je suis conseiller Rivalis depuis 2019. Je suis à Metz et j'ai une dizaine de clients. J'ai choisi une petite voie un peu particulière puisque je suis maçon aussi, hein. J'ai passé mon CAP l'année dernière pour être vraiment trempé dans la petite entreprise et pour bien vivre au quotidien ce que vivent nos clients et nos petits artisans, pour lesquels c'est pas toujours facile. Et un de leurs gros problèmes, c'est le recrutement. Alors, on est vraiment dans le sujet qui nous concerne, parce que moi, les ressources humaines, j'ai beaucoup baigné dedans dans ma carrière. J'étais conseiller prud'homal aussi, donc j'ai vu passer toutes les bêtises que faisaient les employeurs, qui après devaient rendre compte devant un juge composé de représentants des employeurs et des salariés. Alors évidemment, c'est très clivé, hein. Les représentants des salariés, ils demandent même des choses que le salarié n'a pas demandé, et les représentants des employeurs défendent les employeurs comme ils peuvent, mais c'est très instructif.
Voilà, donc on peut attaquer le séminaire si tu veux, Pauline. Ok, bah c'est parti. Et donc, on attaque sur un truc hyper décevant puisque vous êtes inscrit à un séminaire qui s'appelle Recruter sans risque. Et moi, la première chose que je vais vous dire, que recruter, c'est risqué. Parce que c'est vrai que c'est certainement une des décisions les plus engageantes du patron, parce qu'il s'engage lui, ça c'est son droit, mais il engage aussi un petit peu la personne qui va recruter. Il peut débaucher quelqu'un, il peut enlever quelqu'un d'autres perspectives de sa carrière. Donc, c'est vraiment un engagement, et c'est un engagement à moyen terme, à long terme, forcément. On n'a pas envie de recruter quelqu'un, on ne s'engage pas les uns par rapport aux autres juste pour 2 semaines et demie. Ce qu'on souhaite tous sûrement, c'est travailler en sérénité longtemps, parce que c'est plus confortable pour le salarié quand il est arrêté longtemps, pour le patron aussi. Et ça nécessite donc une grande confiance, on en parlait beaucoup. Et surtout, pourquoi c'est risqué? Parce qu'il y a un tas de responsabilités. Les responsabilités, bon, pour le salarié, on le sait bien, mais pour l'employeur, la législation française, elle est connue. Elle est très, très protectrice pour les salariés. Et c'est d'ailleurs ce qui fait peur à beaucoup de petits patrons pour se lancer. Hein. On est responsable de la santé physique et psychique de nos salariés. Il ne faut quand même pas l'oublier, c'est pas rien. Alors là, les syndicats nous disent qu'on a une obligation de résultat. Bon, ils se sont calmés un petit peu au niveau du Conseil des prud'hommes, mais pendant un temps, c'était un cheval de bataille. On a l'obligation de leur donner du travail. Ça peut paraître bizarre, mais c'est une obligation. On ne peut pas embaucher quelqu'un sans lui filer le boulot derrière. Hein. Donc, pour un artisan, ça peut être compliqué de se dire, OK, j'ai du boulot pour moi, peut-être pour mon premier salarié, j'en embauche un deuxième, faut que j'ai du boulot pour 2 maintenant. Et si je n'ai pas de travail, je suis puni. Je suis puni, il faut quand même que je le paye, c'est mon autre obligation. La responsabilité, c'est de le rémunérer. Mais ça ne suffit pas, hein. Je ne peux pas juste le payer, pas lui donner de boulot, je ne remplis pas mon contrat, moi. Je suis là pour lui donner du travail. Et il y a quelque chose aussi qui est surprenant, mais qui est réel. On est là pour sanctionner. C'est notre responsabilité de sanctionner un salarié qui ne fait pas ce qu'il faut. Et si on ne sanctionne pas, on se met en tort. On se met en tort vis-à-vis de la loi, on se met en tort vis-à-vis du salarié parce qu'on ne le prévient pas. Et puis, on ne peut pas aller, nous, au Conseil des prud'hommes en disant « Ah tiens, monsieur le juge, il n'a pas fait ce qu'il faut. » Si vous n'avez pas fait ce qu'il faut, donnez-lui un avertissement, licenciez-le, faites quelque chose, c'est votre job, c'est vous le patron. Alors que le salarié dit que ça ne va pas, lui, il va au Conseil des prud'hommes, il dit « Monsieur, il n'a pas fait, il ne m'a pas payé, il ne m'a pas donné mon boulot. » Et donc, on est face à ça. Et donc, recruter, forcément, quand on voit tout ça arriver devant nous, c'est risqué. Mais bien sûr, si on fait un séminaire, c'est pour vous expliquer que ce risque, on peut le limiter. On peut donc voir. Tu peux passer au slide d'après, Pauline? Voilà. Qu'est-ce que j'avais marqué là? Je ne sais plus, j'ai vu passer un truc jaune. Reviens voir le recrutement en limitant les risques. Voilà, c'est ça que je voulais voir. Donc, l'idée, c'est ça. C'est que tous ces risques, ils existent. On ne peut pas les empêcher. De toute façon, un chef d'entreprise, il prend des risques chaque jour, sinon il ne bosse pas. Et donc, tu peux passer au slide suivant. Limiter les risques, ça veut dire quoi? C'est se poser beaucoup de questions. Et la première question qu'il faut se poser, c'est pourquoi je recrute? Ça peut vous paraître bizarre, mais j'ai déjà vu des tas de chefs d'entreprise qui se disent « Oh là, je suis complètement débordé, j'arrive plus à faire mes devis, je suis perdu, je vais embaucher une assistante. » Oui, sauf que ce n'est pas une assistante dont il avait besoin, c'était juste de s'organiser un petit peu et de traiter ses affaires correctement, l'une après l'autre, et sans rien oublier, avec peut-être un agenda mieux structuré, une bonne gestion du temps. Donc, il faut quand même se poser la question pourquoi on recrute. Et est-ce qu'il y a d'autres solutions pour régler la difficulté que je rencontre? Et si on est bien sûr qu'il faut recruter, après, il y a d'autres questions à se poser. J'ai besoin de quoi comme personne? Est-ce que c'est une assistante ou est-ce que finalement, non, c'est plutôt peut-être un centre d'appel professionnel à qui je donne mon numéro, il prend tous mes appels toute la journée, comme ça je suis libre. Le soir, en rentrant, j'ai les mails et je rappelle les gens quand j'ai le temps. On n'a pas recruté, mais on a quand même une ressource supplémentaire. Et alors, pour faire le point sur tout ça, parce qu'on est bien seul, c'est est-ce que j'ai besoin ou pas? Moi, je propose des solutions simples. Il faut faire un petit organigramme. Alors, c'est sûr que si on est tout seul, l'organigramme est vite fait, mais ça veut déjà dire que comme on sera 2, on peut déjà réfléchir à qui va faire quoi. Un diagramme des flux, c'est toujours bien. On n'est pas dans des multinationales. Un diagramme des flux, c'est quoi? Je fais du commercial. Ensuite, j'ai des devis qui vont sortir. Ces devis, il faut que je les relance. Et puis, une fois que j'ai mon chantier, je vais faire mes appros. Et puis ensuite, donc, on a tout ça. On peut l'écrire. On peut essayer de le schématiser un petit peu. Puis après, là-dedans, on peut trouver, tiens, ça, c'est la partie qui m'embête aujourd'hui parce que j'ai pas assez de temps pour la faire. Et donc, c'est là que je vais recruter. Donc, un petit diagramme des flux, c'est pratique. Et derrière ça, une fois qu'on l'a fait, c'est une petite fiche de poste. Ça peut servir aussi. Une fois qu'on rédige la fiche de poste, c'est là qu'on se rend compte si vraiment on répond aux besoins ou pas et si on a de quoi constituer un véritable poste de travail qu'on va confier à quelqu'un. Donc, première question, est-ce que j'ai
quel est mon besoin et est-ce que le recrutement, c'est bien la solution qu'il me faut pour ça. 3 petits outils et puis on peut passer à la question suivante. Est-ce que je peux recruter? Ça, c'est une bonne question. Alors, est-ce que je peux? Oui, ben, d'abord, si on recrute, c'est parce qu'on vise quelque chose. Donc, en formalisant les objectifs, notamment un chiffre d'affaires qui va augmenter, de la marge qui va rentrer, on va déjà dégager des moyens et on va voir si ces moyens peuvent permettre de le faire. Évidemment, au moment où on part dans l'objectif, la première chose qu'il faut se demander, c'est comment est-ce que je vais mesurer si je le réalise, mon objectif. Il y a des tas de gens qui disent « Ok, je recrute parce que là, j'ai beaucoup de boulot », et puis ils ne se posent pas assez de questions de savoir ce que ça va donner derrière, parce qu'ils ont une équipe déjà. Ou s'ils n'en ont pas une, ils vont en fonder une avec la personne qu'ils vont recruter. Et dans l'année, ce n'est pas toujours le bon moment pour recruter non plus. Si je sais que devant moi, j'ai la période chaude de la maçonnerie qui commence en avril et que je recrute à ce moment-là, c'est bien si j'ai beaucoup de travail, mais ce n'est pas là que je serai le plus à l'aise pour faire un recrutement. Parce que vous le verrez, le recrutement, ça suppose beaucoup de choses avant que le salarié arrive. Donc, si je veux être opérationnel en avril, parce que ma grosse saison commence, je me pose la question de recruter en novembre. Vous allez me dire, c'est un peu en avance? Non, ce n'est pas en avance. Ça prend du temps de recruter. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses à faire. Le poste de travail aussi, c'est bien de se dire, je vais recruter, mais attention, est-ce que les véhicules que j'ai me permettent? Bon, j'ai déjà 3 salariés, j'en veux un 4e. Au moment où je recrute, je me rends compte que tiens, il va me falloir une 2e camionnette parce que sinon, il y en a un qui va prendre sa voiture. Puis il y a un tas de choses comme ça autour qui bougent, donc il faut bien réfléchir à l'organisation, tout ce que ça peut impliquer et voir si on peut se payer, si on peut y arriver. Après, il va falloir payer justement la rémunération. Est-ce que la structure, le modèle économique de l'entreprise peut supporter le salarié supplémentaire? Souvent, un expert comptable vous dira « Oh là là, il faut faire des économies, ça ne va pas ». C'est complètement faux, parce que si vous embauchez un salarié productif, la première chose qui va vous arriver, c'est des heures vendables. Donc là, on parle un petit peu le langage rivaliste. Nous, on est là pour vendre des heures et du matériel, et ces heures, on va les chiffrer en fonction de tous les projets du chef d'entreprise, et on va dire « Bon, ben voilà, une heure, je la vends tant ». Donc, si maintenant j'embauche quelqu'un et que j'ai plus d'heures vendables, peut-être même que mon prix de revient va baisser, puisque je prends toutes mes charges de structure et que je vais les répartir sur un nombre plus grand d'heures. Tout ça, ça se calcule. Chez Rivalis, on a de beaux outils pour ça. Un petit logiciel qui s'appelle Henri qui permet beaucoup de simulations, c'est très intéressant, qui permet aussi beaucoup de prévisionnels. On peut en faire différents, donc on peut faire un projet pour un de nos clients, pour un chef d'entreprise, en disant voilà, si tu recrutes, à tel moment, ça va donner ça, et en année pleine, j'en fais encore un autre prévisionnel, en année pleine, ça va donner tel résultat si on continue sur notre lancée l'année prochaine. L'impact sur les résultats, bien penser charges et produits. Souvent, on oublie les produits. Souvent, l'expert comptable voit que ça va mal, il dit qu'il faut licencier, peut-être, mais ce n'est pas forcément la charge, le produit, la force vive de l'entreprise qu'il faut licencier parce que sinon, c'est les produits qui partent avant les charges. Et ça ne va pas du tout. Autre question. Une fois que je sais que je peux, donc j'ai le besoin, je peux recruter, j'en ai pris la décision, j'ai fait mes petites simulations, tout va bien. Tu peux passer au slide suivant, Pauline. Et après, il faut prendre la décision. Alors, ce n'est pas vraiment une question, mais c'est un moment stratégique. On est un peu paumé, on a tout ça en tête, on est un peu stressé, et puis on se dit, bon, on va y aller. Alors, on dit, qu'est-ce que ça va changer si je recrute? Il faut penser à beaucoup de choses, je vous l'avais dit. Alors, le premier salarié, la conséquence magistrale pour le chef d'entreprise qui recrute son premier salarié, c'est fini la liberté. Ah ouais, avant, il venait bosser quand il voulait. Il s'arrêtait un jour. Ça ne concernait que lui, parce qu'il a coup de fil à son client, je reviens demain, tout va bien. Il avait un magasin, un commerçant, et puis il l'ouvrait aux heures qu'il voulait. Parfois, il fermait une demi-journée, ce n'était pas prévu. Il mettait juste un petit panneau sur la porte d'entrée, voilà, fermé cet après-midi, et puis le lendemain matin, il était nouveau là. Sauf que maintenant, il a un salarié. Et un salarié, ça a des horaires de travail. Ce n'est pas modulable, c'est marqué dans le contrat de travail de A, du lundi au vendredi. Donc, avant, on faisait un peu ce qu'on voulait. Là, maintenant, il va falloir respecter des règles. En termes de sécurité, c'est très important aussi. Parce qu'un petit électricien qui monte sur son échelle pour aller visser je ne sais pas quoi chez un client, ça ne lui a jamais posé de problème. S'il envoie son salarié sur le même escabeau, qui est un petit peu douteux depuis le temps qu'il l'a, et qu'en plus, il le fait travailler là-dessus pour percer pendant une demi-heure, ça devient un poste de travail, et s'il arrive à un accident, il est full responsable, puisque l'échelle n'est pas un poste de travail, l'échelle, c'est un moyen d'accès. C'est un exemple. Et il y en a d'autres, il y en a beaucoup.
le fait d'avoir un salarié, ça ramène quand même beaucoup d'obligations. Après, il y a l'organisation qu'il va falloir formaliser un peu, j'en ai parlé avant, le fait de faire une fiche de fonction, le fait de faire un petit diagramme de flux, le fait de faire un petit organigramme qui fait quoi, ça aide, mais si on ne le fait pas, c'est la confusion assurée. Puis vous avez des obligations légales, premier salarié, document unique d'évaluation des risques professionnels. C'est une obligation. Vous ne faites pas ça. Il y a votre salarié que vous venez d'embaucher a un accident, ne serait-ce qu'un accident de trajet, vous y êtes pour rien, c'est rien du tout. Il est dans sa voiture en train de venir au boulot, il a un scooter qui lui rentre dedans, il n'y est même pour rien lui-même, mais c'est un accident de trajet. S'il est à l'hosto et que vous avez l'inspecteur du travail qui débarque en vous disant « Montrez-moi votre document d'évaluation du risque », vous n'aviez pas prévenu votre salarié qui pouvait avoir un accident sur la route. C'est un peu sévère comme jugement, mais ça existe. On l'a vu. Donc, premier salarié, c'est le grand pas, c'est un peu le saut, et c'est pour ça que tellement de chefs d'entreprise hésitent et rechignent à le faire. Moi, je vous le décris de manière un peu compliquée, mais ça ne l'est pas. Il suffit de savoir ça, il suffit de bien le respecter, d'utiliser nos petits outils, de formaliser un DUERP, ce n'est pas compliqué à faire. On a des petits fichiers Excel qui vous permettent de le faire, surtout quand vous n'avez qu'un seul salarié. C'est vraiment quelque chose de simple. Tout ce qu'il ne faut pas, c'est oublier de le faire, parce que c'est là que ça devient embêtant. D'autres conséquences, c'est les attentes et les réactions de l'équipe. Si vous avez d'autres salariés, il faut peut-être, avant de recruter, vous assurer qu'il n'y en a pas un dans l'équipe qui a envie de prendre le poste que vous voulez pourvoir. C'est bête à dire, mais ce serait vraiment dommage que parce que vous recrutiez quelqu'un, il y en a un autre qui parte. Le double effet qui se coule, tout raté. Et puis les réactions de l'équipe, tout simplement à l'arrivée d'un nouveau. Aujourd'hui, moi, je ne recrute jamais dans une équipe sans présenter le nouveau à l'équipe pour avoir leur avis, ne serait-ce que pour leur avoir demandé l'avis. Évidemment, ils vont pas sauter de joie, ils ne vont pas trop savoir quoi faire. Mais le fait qu'on leur ait demandé leur avis et le fait qu'ils l'aient vu avant qu'il arrive, ça simplifie déjà les choses, tout le monde se sent respecté et c'est un petit atout pour le recrutement. Recruter, ça coûte cher, ça prend du temps, donc il faut que ça marche. Parce que rater un recrutement, c'est doublement pénalisant pour tout le monde. Et puis après, il y a des seuils. Il y a des seuils dans le recrutement. La décision, on la prend, mais quand c'est le 10e salarié, il faut savoir qu'il y aura quelques cotisations supplémentaires. Et quand c'est le 11e, alors là, bonjour, attention, on passe à plus de 11 salariés. Là, c'est comité social économique, pas tout de suite, après 12 mois, mais quand même, il faudra penser qu'on va avoir dans l'entreprise des institutions représentatives du personnel. Ce n'est pas non plus la fin du monde. Moi, j'ai vécu des relations charmantes avec des délégués du personnel, parfois très virulents. Il suffit de les respecter et on arrive toujours à trouver des solutions. Il y a le règlement intérieur aussi qui va débarquer, c'est une formalité embêtante à faire, parce qu'elle force à parler de sanctions, elle force à faire appel à toutes ces institutions représentatives du personnel, et c'est lourd. C'est aussi un truc qu'on envoie à l'inspecteur du travail. D'habitude, on préfère ne pas lui écrire, comme ça il nous oublie. Si on lui montre qu'on est là, forcément, un jour, il a l'idée de venir voir ce qui se passe. Mais ça fait partie du deal. Voilà, donc on prend la décision, on est tous courageux, on a quand même besoin de notre salarié, donc on la prend notre décision, on va recruter. Et la question suivante qu'il faut se poser, j'y arrive, c'est le recrutement lui-même. Comment on s'y prend maintenant? J'ai pris ma décision, je sais que j'en ai besoin, je sais que je peux me le permettre, j'ai réfléchi à toutes les conséquences, je reste décidé, je recrute, je fais quoi? Maintenant, il faut rechercher les candidats. Alors, pour les candidats, vous avez tous des réseaux. Et quand je dis des réseaux, je pense à votre famille. Commencez par ça. Les meilleurs recrutements, c'est les gens qui sont autour de vous. Ouvrez vos yeux, dites aux gens que vous voulez recruter. Et puis, évidemment, on va vous dire, oui, mais il va faire quoi? Si vous n'avez pas fait votre fiche de poste, vous êtes mal. Si vous avez réfléchi à tout ce qu'on a dit avant, là, vous êtes tranquille. C'est clair dans votre tête. J'ai besoin d'un maçon et notre métier à nous, c'est de faire des aménagements extérieurs, de belles allées de jardin et je ne sais pas quoi. Voilà, donc c'est clair, on sait ce qu'on veut. On parle autour de nous, on a des réseaux de chefs d'entreprise. Les réseaux, c'est super important. On dit toujours, c'est le réseau qui ramène le business, mais le réseau, il ramène les candidats aussi. Et plus vous êtes un recruteur anticipant et bien organisé, plus les gens le savent et plus ils ont envie de vous envoyer quelqu'un. On n'a pas envie d'envoyer un salarié ou quelqu'un qu'on connaît dans une entreprise où on sait que c'est le bordel généralisé et que les salariés reçoivent leur paye le 10 du mois quand le patron n'a pas oublié de le faire. Tout ça, ça fait partie de l'employabilité, de la capacité à recruter. Les annonces, ça existe. Ça ne marche pas toujours terrible.
Je vois qu'il y a une question là, mais je la lirai après. Les annonces, c'est compliqué quand même. Et puis, c'est souvent payant. Alors, bon, selon ce qu'on recrute, on peut utiliser des sites. Quand on recrute des jeunes cadres ou des jeunes diplômés, l'APEC, c'est bien. Mais quand on est artisan ou quand on a juste besoin d'une vendeuse pour le comptoir de sa boulangerie, c'est plus compliqué. Et c'est pour ça que les petits réseaux de proximité, c'est les meilleurs. Après, il y a aussi les professionnels du recrutement, hein. J'ai vu des gens notamment qui embauchent des agents de maintenance, c'est les fameux produits, les fameux métiers en souffrance, hein, où on trouve personne pour les faire, parce que ceux qui savent faire, ils sont déjà tous embauchés, on se tire même la bourre pour se les voler. Moi, au début de l'année, j'ai augmenté mes maçons, hein. Je n'ai pas attendu qu'on vienne nous parler d'inflation ou quoi que ce soit, parce que mes maçons se sont fait aborder 4 fois en une semaine sur le chantier, quoi. Donc, bon, c'était le début de l'année. Il y en a d'autres qui avaient décidé de recruter. Ils ont utilisé le réseau proche, les chantiers autour d'eux. Ils sont allés voir s'ils pouvaient nous piquer nos salariés. C'est comme ça. Il faut faire avec. Après, vous aurez des entretiens, évidemment, parce qu'il faut bien rencontrer ces candidats. Alors, les entretiens, ça commence à devenir un petit peu concret. Il faut faire attention. Là, en face de soi, il faut être à peu près. Il y a des recruteurs professionnels qui posent des belles questions métaphysiques. Le plus simple, c'est d'expliquer aux candidats ce qu'on veut faire. Comme on a bien préparé, on a notre diagramme de flux, on a notre petit organigramme, on a notre petit fiche de poste. Et puis, on lui explique ce qu'on veut faire, quand même avant, parce que c'est nous qui l'avons appelé, hein. On a proposé le poste, donc on lui explique et après, on le laisse parler, on le laisse se présenter, on sort les bonnes questions, on fait très très attention à la sincérité de ce qu'il va vous dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent se mettre en valeur, hein. On l'apprend maintenant aux jeunes à l'école, ils sortent, ils savent se vendre et puis derrière, on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire. C'est pour ça que moi, je fais toujours des tests. Quand j'embauchais un comptable chez Schaeffer, je lui donnais 4 factures, un courrier et puis je lui disais voilà l'ordinateur, vous avez Word, vous avez Excel, je veux avoir la liste de ces 4 factures avec le taux de TVA calculé, puisqu'un comptable, il doit savoir faire. Et puis, on comparait, hein, tout simplement les tests des différents candidats. Et déjà, souvent, le test nous donnait un niveau de fiabilité, parce qu'on cherche que ça. Aujourd'hui, on recrute aussi des gens qui ne savent pas trop faire, à condition que la personnalité soit belle et soit compatible avec l'équipe. Mais il faut quand même qu'il y ait le minimum de savoir-faire. Et ça, si vous ne les mettez pas, si vous attendez tout simplement la période d'intégration pour vous en rendre compte, vous avez quand même déjà beaucoup transpiré et beaucoup perdu de temps pour finalement casser une période d'essai d'un gars que vous avez peut-être débauché ailleurs. Donc, il vaut mieux vérifier avant d'aller à l'embauche ce qu'il sait un petit peu faire. La sélection, je m'en suis toujours méfié. C'est compliqué hein, quand on a plusieurs profils en face. Je ne suis pas un bon recruteur, moi. Hein. Je trouve tout le monde gentil, tout le monde super. Parce que moi-même, je suis assez sympa, donc ça se passe d'habitude bien. Et après, j'ai du mal hein, à faire la différence. Donc, je m'organisais, j'avais du petit fichier Excel, et puis je donnais des notes aux gens. Des notes sur des critères. Mais vraiment, pour calculer des moyennes, c'est-à-dire un truc que je ne peux pas calculer tout seul dans ma tête. Il est sympa, ouais, ok, je vais lui mettre 10. Non, non. C'était des petits points sur lesquels j'étais, moi, sensible, et je notais toujours de 1 à 5. Je mettais à peu près 3 quand c'était normal, plutôt 2 ou 1 quand c'était la cata, et plutôt 4 ou 5 quand j'étais étonné, que j'étais content de ce que j'avais vu et de ce que j'avais entendu. Et ça me faisait parfois des moyennes où j'avais des surprises. Je me disais, tiens, j'aurais préféré plutôt l'autre, mais mes notes, elles me disent plutôt que c'est celui-là qui est bon. Je le regarde à 2 fois. Dans le recrutement, il y a la négociation aussi. Il faut que vous sachiez dès le départ ce que vous allez le payer, votre candidat. Il faut être un petit peu dans le marché, hein, parce que sinon, ça ne marchera pas. Il ne faut pas non plus exagérer, parce que sinon, c'est votre modèle économique qui va trinquer et le prix de revient de vos heures va augmenter trop fort. Donc, c'est un équilibre fragile. Vous avez des collègues patrons autour de vous, vous avez d'autres entreprises, vous avez des offres d'emploi. Parfois, on met les salaires dedans. Renseignez-vous, regardez, essayez d'être dans la bonne moyenne. Et puis, la négo, après, c'est un peu un poker menteur. Hein. S'il est vraiment très, très sûr, aujourd'hui, les gens ont du boulot. Et on a envie de dire un peu, ils sortent, ils en trouvent ailleurs. Donc, ils sont parfois assez gourmands. Il faut que vous ayez vos limites. Et puis, même si c'est le super candidat, si vous avez atteint la limite que vous vous êtes fixée, c'est dommage, il trouvera du travail ailleurs. Il ne faut pas hésiter. Vous êtes des patrons. C'est vous qui décidez. Vous devez être clair avec vous-même. Comme ça, avec les autres, ça se passe bien aussi. Derrière ça, une fois que c'est décidé et que la négo est faite et qu'on est bon, il faut un contrat de travail. Attention, le contrat de travail, ce n'est pas un joli papier écrit par l'expert comptable. C'est ça dans la plupart des cas, mais vous faites venir votre gars, vous commencez à bosser en vous disant le contrat, on le fera plus tard. Tout ce qu'il faut, c'est que vous lui donniez un travail,
que ce soit vous qui vérifiez ce qu'il fait et que vous soyez en train de lui donner des ordres, ça s'appelle le lien de subordination, et que vous lui envoyez une première paye, le contrat de travail, il est ficelé, hein, mais c'est un contrat de travail verbal, du coup, parce qu'il n'a pas été écrit. Et le contrat de travail verbal, c'est dangereux, puisque qu'est-ce qu'on va faire si se présente une situation qu'on prévoit dans les contrats de travail, par exemple, il veut démissionner, quel est son préavis? Il va venir avec des textes, machin. Chez nous, dans l'Est, c'est dangereux, hein, parce qu'il y a le droit local. Donc, on a intérêt à bien mettre les choses par écrit, comme ça, on sait où on en est. Donc, le contrat de travail, vous avez des pros pour ça. N'essayez pas de le faire vous-même avec un modèle que vous aurez cherché sur Internet, parce que les modèles, ils vieillissent vite, ils sont dangereux. Il y a des lois qui changent, il y a des clauses obligatoires. Donc, c'est quand même mieux de passer par son expert comptable pour faire ce genre de choses-là. Ou son gestionnaire de paye, si vous avez quelqu'un d'autre qui fait les payes à part. La visite médicale d'embauche, il ne faut pas l'oublier. C'est très compliqué parce que les médecins du travail sont complètement débordés, hein. Vous les appelez pour avoir un rendez-vous, ils vous disent clairement qu'ils n'ont pas le temps. Donc, il faut un petit peu insister, presque un peu les harceler quand même pour la visite médicale d'embauche. Ils connaissent l'engagement, ils connaissent la responsabilité de l'employeur. Ils le font, même s'il faut les prier un petit peu. Et il y a aussi ce qu'on appelle la déclaration préalable à l'embauche. Il ne faut pas l'oublier. C'est un petit mot à l'URSSAF. Hein, tout le monde peut le faire. Vous allez, vous tapez votre sirette, vous dites je recrute monsieur machin à partir du. C'est pas grave si vous ne le faites pas. Hein. Par contre, c'est grave si vous. C'est pas grave si vous ne le recrutez pas, je voulais dire. Mais c'est très grave si vous ne faites pas la déclaration. S'il est chez vous, qu'il a commencé à bosser et que vous avez un inspecteur du travail qui débarque, ça s'appelle du travail dissimulé. Encore une des joies de la législation française, le travail dissimulé. Dans le pire des cas, si vous vous faites choper pour la troisième fois, il y a quand même 6 mois de prison et 200 000 euros d'amende. Hein, donc, c'est chaud. C'est quelque chose que l'État n'aime pas, puisque forcément, ce sont des cotisations sociales qui partent du travail dissimulé, comme ils l'appellent. Voilà. Donc, le recrutement, c'est ça. Et une fois qu'on est au bout, on pense avoir fini. Ça y est, c'est fait. Ben non, c'est pas encore fini. Parce que sur le slide suivant, vous allez tout de suite voir que ça continue. Ouais, Vincent, il y a juste 2 questions. Je ne sais pas si tu veux y Oui. répondre avant Ben, de si tu veux, on continuer. peut. Alors, le PEC n'est pas à partir de. C'est quoi le PEC? PEEC, ça va être quoi? Ça par rapport à ce que j'avais dit avant, par rapport à 50 salariés? Ouais, je pense. Bon, mais le Alors, PEC, je sais pas ce que c'est. Moi, j'ai parlé de conseil, le conseil social économique. Donc, celui-là, il est à partir de 11. Le PEEC, je ne sais pas. Ouais, bon, peut-être peut-être, c'est ouais, Aline. demander Aline va Ali. peut-être nous Ouais. préciser ce que c'est que l'abréviation. Comme Ouais. ça, on sera fixé. Et comment avoir l'autorisation de faire un test en montage, couture, où nous avons besoin d'un minimum d'un test de 4 heures. En principe, nous n'avons pas le droit. Parce que ça va être considéré comme du travail. C'est vrai, on peut se poser la question. Vous savez, j'en ai déjà vu qui prennent le gauche et qui font carrément travailler les gens chez eux pendant 2 jours avant de même les recruter pour soi-disant les intégrer dans l'équipe, pour s'assurer que le salarié va bien venir. Vous pouvez toujours faire votre déclaration préalable à l'embauche. Ça ne veut pas dire que vous avez embauché, mais au moins, on a déclaré qu'il était là, que vous aviez l'intention de l'embaucher. Donc, avoir l'autorisation de faire un test de montage, je ne sais pas s'il faut une autorisation, mais en tout cas, il faut se protéger. Si je faisais moi venir un salarié dans l'entreprise avant qu'il soit embauché, je ferai ma déclaration préalable à l'embauche. Par exemple, je vais l'embaucher le 12 octobre, et puis il est déjà là avant. En tout cas, on ne pourra pas me dire que c'est du travail dissimulé, puisque j'avais déclaré que j'embaucherais. Et s'il est un peu à là avant, sauf si on le retrouve avec la pelle en train de faire le mortier et tout sur un chantier, si effectivement il est en train de faire un test, un travail qui nécessite un certain temps, et ben, à ce moment-là, on peut. Si on veut aller au bout du bout, mais moi je trouve que c'est dangereux, c'est demander l'autorisation ou informer l'inspecteur du travail. On ne lui demande pas l'autorisation. On lui dit voilà, monsieur machin arrive chez moi et il va pendant 4 heures faire un test, c'est dans le cadre de son recrutement. Ça, c'est vraiment attirer l'attention et puis chercher des contrôles. Hein. Par contre, on peut peut-être le faire dans le cadre d'un accord avec le salarié, en lui disant, OK, voilà, on a décidé d'aller plus loin dans le processus de recrutement avec vous, par mail ou par petit courrier, en lui disant, je vous propose, si vous êtes intéressé, de venir faire un test. Ça va prendre 4 heures, je sais que c'est long. Ce n'est pas de la production, on lui marque bien noir sur blanc, ce n'est pas de la production, c'est un test pour voir ce que ça donne. Et entre guillemets, il faudrait s'interdire de vendre ce qu'il a fabriqué, parce que sinon, ça devient du travail. Mais bon, une fois que c'est fait, vous en faites ce que vous voulez, en clair. Il faut se protéger un peu, je dirais, simplement. Ok, merci. Et du coup, on a Aline qui nous a donné un peu plus d'infos. Participation de l'employeur à l'effort de construction, le 1% logement.
Si, je confirme, ça c'est seulement à partir de 50. D'accord, ok. Mais Je crois je ne que crois pas en avoir parlé avant, hein. non, mais peut-être pas. Mais du coup, c'était peut-être quelque chose D'accord. qui Ok. est passé comme ça. Ok, Une idée. Non, non, la participation de l'employeur, c'est au-dessus de 50 salariés, c'est clair. ok. Parfait. On peut Quand c'est continuer. au-dessus de 50 salariés, ça devient obligatoire. Mais on peut très bien le faire en dessous, Hmm. volontairement. On peut toujours faire des accords d'intéressement, notamment dans le cadre de certaines primes. Par exemple, la fameuse prime de partage de la valeur, celle qui a remplacé la PEPA, qu'on peut donner 3 000 euros sans charge, sans impôt. On peut monter à 6 000 si on crée un accord d'intéressement avec les salariés. Donc, vous êtes 15 salariés, vous créez un accord d'intéressement et vous avez le droit cette année de donner 6 000 euros de prime sans charge et sans impôt, par exemple. Bon, évidemment, pour faire ce genre d'accord, il vaut mieux avoir un CSE, un Conseil économique et social. Comme ça, on peut discuter avec les représentants du personnel et on peut créer un accord d'entreprise, en fait. Ok. Top. On peut continuer du coup. Voilà. Donc, une fois qu'on a signé le contrat de travail, c'est pas fini. Et c'est souvent là que le chef d'entreprise se trompe. Il a l'impression que c'est signé. Bon, ben voilà, il va venir, sauf que le premier jour, quand il arrive, qu'est-ce que je fais de mon salarié? J'avais déjà complètement oublié de dire à l'équipe qui venait. Donc, ça, c'est top, hein. Il arrive le premier jour, c'est la bérésina. Il rentre dans l'entreprise, il ne sait pas où s'asseoir. Donc, pour que ce soit bien fait, et je vous ai marqué là un truc qui est très vrai. Il n'y a pas que le salarié qui n'a qu'une seule chance de donner une bonne première impression. Quand le salarié va arriver dans l'entreprise, c'est là qu'il va se faire son idée. Avant, il était candidat. Maintenant, il est salarié et il va voir. Et tout ce qui va se passer les premiers jours, ça va le marquer. Ça va l'encourager. Il va dire, ouais, je suis bien arrivé. Ça va le calmer, ça va l'apaiser, ça va lui donner envie de s'engager ou ça va lui faire peur. Ou il va se dire, tiens, mais j'avais aussi une autre offre à laquelle j'ai dit non, je vais peut-être finalement reprendre quand même rendez-vous avec eux. Et puis, il va vous claquer la période d'essai parce que ça ne sera pas bien passé. Lui aussi peut rompre la période d'essai, sans motif et à tout moment. Donc, moi, ce que je faisais chez Schaeffer, Schaeffer, c'était une entreprise de 65 salariés, donc j'avais un service de ressources humaines, enfin de gestion des ressources humaines. On avait un livret d'accueil, c'était épais, il y avait un sacré paquet d'informations, mais vous pouvez faire ça à la dimension d'une toute petite entreprise. Vous mettez dedans un organigramme. Et ce qui a toujours marqué, c'est pas moi qui le dis, c'est les salariés que j'ai embauchés qui me disaient toujours ce qui les a le plus frappé quand ils sont arrivés, c'est que dans l'entrée, l'organigramme était affiché et quand ils sont rentrés, ils étaient déjà dessus. Donc, ils étaient attendus. Tout le monde savait qu'ils étaient là. Il avait leur petit poste. Ça veut dire, si je suis seul avec un salarié, je ne vais pas faire un organigramme, le patron et en dessous mon salarié. Ben oui, mais vous pouvez faire quelque chose. Vous pouvez faire une petite note. Aujourd'hui, j'accueille mon premier salarié. Je suis fier. Vous mettez sa photo, puisque vous l'avez dans le dossier. Et puis, vous lui mettez bienvenue Jérémy. Vous imaginez l'impact que ça va avoir sur le salarié? Alors que, imaginez l'inverse, il arrive, il fait ah, tu viens remplir et j'ai complètement oublié que tu venais aujourd'hui. Attends, qu'est-ce que je vais faire? Il faut qu'on aille. C'est complètement différent. Il faut donner une bonne impression. Donc, un organigramme à jour, la fiche de poste, entre-temps, on a eu le temps de l'affiner. On peut s'asseoir avec lui, on peut en reparler. On lui parle de sécurité. On lui parle de sécurité à tout prix. Parce qu'on a la fameuse obligation de veiller à sa santé physique et psychique. Donc, on lui parle de sécurité, ça lui montre qu'il est important pour nous et ça nous couvre aussi. Parce que s'il arrive un accident derrière, il fait non, moi quand je l'ai recruté, je lui ai dit. Il ne faut pas le faire pour se couvrir, mais ça nous couvre quand même. Et le planning des premiers jours. Quoi de plus sympa que d'arriver à une petite réunion, voilà, on boit même un petit café, et puis on dit voilà, aujourd'hui on va sur tel chantier, aujourd'hui tu vas apprendre à vendre d'abord le rayon femme, et puis tu iras dans le rayon enfant dans 2 semaines quand tu seras plus à l'aise avec les produits. Il sait un peu ce qui vient, ils se sont attendus, ils se sont accompagnés. Et j'ai mis le planning des premiers jours et bien davantage parce que selon l'entreprise, nous, notre planning d'intégration, il durait parfois 6 mois. Bon, c'est vrai qu'on avait des processus d'apprentissage longs, on avait beaucoup de matériel, c'était des automates pour l'automatisation des entrepôts. Donc, le temps qu'ils connaissent tout, c'était long. Mais l'intégration, c'est pas fait en 2 jours, quoi. L'intégration, c'est le premier jour, on lui montre qu'on l'attendait. Le deuxième jour, on s'assure que ça s'est bien passé, on lui donne un petit peu de temps. Le troisième jour, on commence à regarder s'il devient productif et ce qui lui manque. Il faut lui donner de l'attention. Un poste de travail prêt. S'il a besoin de vêtements de travail, ils doivent être là. Il ne s'agit pas de débarquer à un moment en disant s'il a besoin d'outils, il faut les avoir achetés avant, il faut que tout soit prêt. C'est comme ça qu'on se sent accueilli et qu'on peut tout de suite être productif. Le gars qui vient, il a juste envie de ne pas s'ennuyer. Ça peut vous paraître bizarre, mais c'est surtout ça.
Il a envie de s'éclater un peu dans ce qu'il va faire. Et s'il se sent attendu, s'il a les outils pour faire, il sera bien. S'il a droit à un véhicule, je parle même d'entreprise peut-être un peu plus grosse, hein, il peut avoir un véhicule de fonction. Quoi de plus frustrant que d'arriver et puis de se faire dire « Ah ben votre véhicule est commandé, mais il arrivera que dans 3 semaines. » Lui, il venait, il voulait avoir un véhicule de fonction. Tant pis, ça m'est déjà arrivé, mais à ce moment-là, on en loue un. S'il y a un véhicule de fonction dans le contrat, il trouve son véhicule sur le parking et on lui donne la clé avec un petit neurose au bout pour lui dire « Bienvenue ». Le poste de travail informatique. Alors ça, c'est super. Hein. Vous avez enfin votre patron. Le petit patron, il a décidé de se prendre son assistante parce que de l'autre côté, il a recruté 2 charpentiers de plus. Il est très heureux. Et puis, son assistante arrive et c'est là que tout d'un coup, il se dit « Mince, j'ai même pas le PC. Super. » Ou alors, j'ai le PC, mais il n'y a rien dessus. Ou alors, j'ai le PC, il y a tout, hein, puisque j'utilisais, moi, je lui donne le mien d'ailleurs, comme ça, c'est bien. Sauf qu'il n'y a pas assez de code d'accès, j'ai rien préparé. Donc, tout ça, ça se prépare à l'avance. Et ça fait qu'au moment où elle arrive, elle a sa petite liste avec tous ses petits mots de passe par défaut qu'elle doit évidemment changer quand elle rentre dedans. Et ça donne une autre impression, vous le comprenez bien, que quand on arrive, et le coup classique, on branche le super PC qu'on avait mis de côté, mais en fait, ce n'est pas un super PC, il avait 4 ans, ça fait 4 ans qu'il ne sert pas, il est encore en Windows 7, et au moment où on l'allume, pouf, il y a l'alimentation qui lâche. Je parle de vécu, hein, je l'ai vu. Ça la fout mal, hein, franchement. Le petit patron, là, il n'est pas bien, et en plus, il perd un temps fou, il s'énerve, il est plus à l'aise, et la personne qui vient ne se sent pas respectée. Présentation de l'entreprise, des équipes, il peut y en avoir plusieurs. Donc, quand je recrute une assistante ou quand je recrute un petit gars qui va faire du commercial, qui va aller nous chercher des affaires, et que j'ai 2 équipes de plâtriers qui vont partir au boulot, et ben, souvent, elles sont déjà parties quand il arrive, mais le lendemain matin, je lui demande à lui de venir plus tôt, et puis je le présente à tout le monde. C'est une équipe, et puis il y a son équipe à lui, il faut aussi la faire. Je parle de mentor, c'est important. Quand on rentre dans une entreprise déjà assez grande, on a besoin de quelqu'un à qui se référer. Parce que sinon, le patron, il n'a pas le temps de s'occuper. Quand c'est son premier salarié ou le 3e, ça va, le patron s'en occupe souvent lui-même. Mais il faut qu'il le lui dise aussi. Si tu as moindre problème, tu viens voir. Je suis là pour ça, c'est mon job. Tiens, là mon numéro de portable. Et puis tiens, là ton portable aussi. Parce que souvent, hein, les téléphones, on attend des salariés qui soient joignables, qui nous fassent un petit compte rendu avec des heures en fin d'année, en fin de journée, qui nous envoient même des photos de ce qui a été réalisé parce que nous, on a besoin de savoir et qu'on ne peut pas être partout. Sauf qu'il n'a pas à le faire avec son petit portable perso. C'est pas normal. Si vous lui demandez ça, un jeune aujourd'hui, il réagit déjà mal. Nous, parce que je suis un vieux, on trouvait ça normal. Mais les jeunes aujourd'hui, ils ne trouvent pas ça normal du tout. Vous voulez qu'ils bossent chez eux, et ben vous leur donnez les moyens de bosser. Grâce à tout ce contexte, il faut aussi avoir prévu des formations, s'il y en a des obligatoires, notamment des formations en matière de sécurité SST, AIPR, pour tous ceux qui connaissent le langage du bâtiment. Et puis, il faut aussi repérer les difficultés de la personne que vous recrutez. L'intégration, c'est beaucoup écouter, regarder, voir un peu ce qui se passe et proposer des solutions. Hein. Ce n'est pas parce que votre assistante arrive qu'elle vous dit « Ouais, moi je suis fort en Excel, hein, parce qu'elle savait faire des tableaux croisés dynamiques, super, vous n'y avez jamais rien compris, vous pensiez qu'elle était très bonne. » Sauf que quand vous y regardez la deuxième fois, quand elle a fait une colonne, elle a calculé le résultat de son truc sur son iPhone et puis elle a tapé le résultat dans Excel parce qu'elle est infoutue de faire une formule. C'est arrivé, c'est du vécu. C'est pas parce qu'elle est bête, c'est parce qu'elle ne l'a jamais utilisé autrement, parce qu'on ne lui a pas appris. Donc, on lui montre ce que ça sait faire. Et puis, si on paye à soi-même, on lui paye une petite formation perfectionnement Excel. Et c'est dans la poche, ça va coûter 400 balles. Et vous aurez fait un beau geste pour elle. Elle aura augmenté son employabilité et vous lui aurez accordé du respect. Et puis surtout, bien sûr, elle sera plus efficace pour vous derrière. Regardez ce qui se passe. Des bilans intermédiaires. L'intégration, c'est jonché de bilans. Au début, ils sont plus proches les uns des autres. À la fin, ils s'éloignent, bien sûr. À la fin, ça peut être un tous les mois ou même un tous les trimestres. La fin de la période d'essai, ça se fête. C'est pas le salarié, il n'est pas à l'aise à la fin de la période d'essai. Hein. Il se dit, purée, c'est dans 3 jours, ils vont me garder ou pas. Si de toute façon, vous avez déjà décidé de le garder, vous pouvez lui dire. Hein. C'est que dit, c'est verbal. Si après, il fait une énorme connerie avant la fin, ou si vous vous rendez compte, si vous découvrez quelque chose que vous ignoriez et que c'est l'inverse, ben vous saurez lui dire, ok, il y a 15 jours, je t'ai dit que j'allais sûrement le garder parce que j'étais très content, mais là, ça, c'est rédhibitoire, moi, je ne peux pas. Je sais pas, voilà, il allait manquer de respect à l'assistante de direction. Eh ben non, ça, c'est pas acceptable chez nous, tu t'en vas, tu as perdu ta période d'essai. Mais à l'approche de la fin de la période d'essai, il faut communiquer avec le salarié parce que lui, il est stressé.
Et s'il entend dire, ah ben ça va, tout se passe bien, machin, et que le jour de la fin de la période d'essai, pourquoi pas, on boit encore un petit coup, bravo, tu y es arrivé, on est très content que tu sois là, ça fait une autre impression. Et la fin de la période d'intégration, ça se fait aussi, parce que ça veut dire, à partir de maintenant, pour nous, tu sais tout. C'est l'occasion aussi pour le salarié de dire, ouais, mais attends, moi, ça, j'ai jamais vraiment maîtrisé, j'avais demandé qu'on m'explique 3 fois, mais je ne sais pas encore. Bon, bah, c'est bien, on va le rajouter, comme ça, ce sera fait. Mais pour nous, tu sais tout, donc maintenant, tu fais partie des forces vives. Il n'y a plus de coefficient de productivité abaissé. Tu es dedans et on veut pouvoir compter sur toi et tu peux compter sur nous. Voilà, l'intégration. On peut passer au slide suivant. Le slide suivant, c'est une conclusion qui est une simple réalité. Recruter, c'est prendre des risques. Donc là, le recrutement non risqué, ça n'existe pas. Par contre, recruter, ça coûte cher, je vous l'ai dit, et ça prend du temps. Hein. Vous vous avez rendu compte avec tout ce qu'on a énuméré, ça ne se fait pas comme ça. Donc, il faut organiser ces recrutements avec anticipation et rigueur, parce que si on plante un recrutement, bah, tout ce qu'on a fait là, on peut le recommencer. Hein. Donc, il faut avoir choisi la bonne personne. Il faut être sûr qu'on a bien besoin de recruter. Vous imaginez, vous réfléchissez un petit peu vite, vous faites venir une assistante. Déjà, vous la débauchez quelque part alors qu'elle avait un boulot, sous prétexte que vous lui donnez 200 € de plus, elle vient chez vous. Et puis, finalement, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas vous la payer parce que là, maintenant, au bout de 6 mois, vous avez la trésorerie qui baisse et puis vous lui dites, ah, je suis désolé, je vous licencie. Ça ne la fait pas. Hein. Ce n'est pas sérieux. Donc, organisez vos recrutements avec anticipation et rigueur. C'est essentiel. Comme un chantier, hein, j'ai envie de dire. Et comme ça coûte très cher de recruter, le meilleur moyen peut-être de ne pas avoir besoin de recruter bêtement, c'est tout simplement de bien s'occuper aussi de ces ressources humaines qu'on a déjà. Les salariés aujourd'hui, ils ont des attentes que les plus anciens comme moi, n'avions pas. Nous, on était dedans, on a roulé. Aujourd'hui, ils ont fait des écoles, ils ont fait des études, on leur a dit la valeur qu'ils avaient, et puis ils se posent un tas de questions. Alors, avec la guerre, le machin, tout ce que vous voulez, le sens, on peut passer au slide suivant. On va parler de management du 21e siècle. Hein. RH, ce n'est pas ressources humaines, c'est richesse humaine. Parce que vous l'avez bien compris, quand on a passé autant de temps à recruter quelqu'un, c'est comme si on avait un petit trésor. On veut le garder. La première chose qu'attend un salarié, c'est qu'on lui fasse confiance. Bizarrement, hein, il n'attend pas d'être payé. Il veut qu'on lui fasse confiance parce que c'est là qu'il se sent bien. Ensuite, il veut qu'on l'écoute. On a 2 oreilles et une seule bouche. C'est parce qu'il faut 2 fois plus écouter que parler. Donc, écoutez vos salariés. Parfois, ce n'est pas drôle. Parfois, ça ne concerne même pas le boulot. Mais si vous voyez qu'il tire la tronche le matin en arrivant et que vous lui dites « Jérémy, viens voir par là, qu'est-ce qui se passe ?» Je vois bien que ça ne va pas. Dis-moi. Je ne sais pas, moi, ma copine m'a envoyé bouler. Je suis célibataire et je suis très triste. Bon, écoute, mon vieux, c'est désolé, mais tu as peut-être encore une chance. Ou alors, si ça n'allait pas, il valait peut-être mieux que ça casse. Mais on en reparle ce soir si tu veux. Mais là, tu fais attention. Hein, là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est important. Il se sent autrement que Jérémy, mets-toi au boulot et arrête de rêver. Ça aussi, c'est du vécu. Hein. Ce matin encore, sur mon chantier. Eric, qu'est-ce que tu fous? J'ai besoin de toi. Eric, s'il te plaît, viens m'aider. Pareil, hein, ça fait le même effet. Il attend qu'on l'accompagne. Alors, accompagner, c'est un mot qu'on met à beaucoup de sauce, mais accompagner un salarié, tout simplement, c'est être là pour lui. Hein. C'est l'écouter, c'est lui faire confiance, et puis c'est lui proposer les formations dont il a besoin. Et puis, c'est peut-être aussi parler un peu d'avenir avec lui. Dans les entreprises plus musclées, il y a les entretiens professionnels qui parlent d'avenir. Dans les petites entreprises, ils existent aussi, hein, puisqu'ils sont pour tous les salariés, sauf que dans les petites entreprises, il n'y a pas de sanctions si on ne les fait pas. Donc, c'est dur aussi hein, d'aller voir un salarié. Est-ce que tu es content de ton salaire? Non, hein, j'en veux plus. Donc, c'est un petit peu ça qui fait peur. Remercier, on ne remercie jamais assez nos salariés. Ça, c'est clair. C'est une évidence, ça se voit partout. Il y a des petits remerciements, des petits signes de reconnaissance positifs qu'il faut diffuser en permanence. Les pires, c'est les commerciaux. Si vous avez des commerciaux dans votre équipe ou si vous êtes vous-même commercial, faites un peu d'introspection. Le commercial, il est hyper sensible aux signes de reconnaissance. C'est bien, mon gars, ou alors, c'est pas grave, tu l'as planté ton affaire, on aura la suivante. Il a tout le temps besoin d'être, parce qu'ils ont le moral en temps de scie. Dès qu'ils prennent les affaires, ils se prennent pour des dieux. Et quand ils en perdent, ils sont au bord du suicide. C'est un peu exagéré, mais c'est un petit peu comme ça qu'ils évoluent. C'est pour ça que moi, j'avais beaucoup de mal à les manager parce que je suis trop carré, trop dans la schlag. Et puis, partager les sens. On a parlé de sens tout à l'heure. Ça, je l'ai emprunté à Thierry Géant, qui est un coach là, de notre région à Metz, et qui dit qu'il y a 3 sens, en fait. Il y a le sens, il y a
la signification, hein, qu'est-ce que c'est? Donc, on cherche une signification à sa vie, à son boulot, à tout, c'est ce qu'on cherche. Il y a le sens et la direction aussi. Ça, le patron, il est bien là pour la donner, la direction. Hein. C'est là qu'on va. Donc, et puis, il y a le sens, la sensation, hein, ce qu'on ressent, en fait. Donc, tout ça, il faut le partager. Et quand on partage un ressenti avec un salarié, c'est pas comme si on le jugeait, puisqu'on parle de son ressenti, et ça, on approche là de la communication non violente, on dit ce qu'on ressent, on regarde ce qu'on peut faire, et puis on règle le problème. C'est important, c'est ce qu'attendent les jeunes. Les valeurs, il faut en parler aussi. Hein. On a tous des valeurs. Déjà, il faut avoir bien réfléchi à quelles sont les siennes. Hein. Moi, je sais que l'honnêteté, c'est ma première valeur. Un mec qui me raconte un bobard en face, ça va mal se passer, hein, parce que je vais avoir un problème. Je vais aller lui dire direct, je ne peux pas mentir. Hein. Si tu n'es pas honnête, moi, on ne va pas pouvoir bosser ensemble. Le respect, je dis toujours aux gens, pour moi, le respect, c'est important. Alors, c'est quoi le respect? Je veux dire, le respect des gens, le respect du matériel, le respect des règles. On me dit toujours, ouais, mais les règles, non, respecter une règle, c'est pas forcément l'appliquer bêtement. C'est juste dire, elle existe, et si je ne dois pas l'appliquer parce que je suis dans une exception, ben, je préviens mon chef, parce que c'est lui le responsable, c'est lui qui l'a fixé la règle, et c'est sûrement pourquoi. C'est un exemple, hein, ce sont mes valeurs. Mais ces valeurs-là, si vous les partagez avec vos salariés, si pour vous, la solidarité dans l'équipe, c'est quelque chose d'essentiel et que vous avez horreur de voir un mec qui continue à bosser alors qu'il sait que le collègue à côté est un petit peu dans la difficulté, si vous ne lui dites pas, il n'y fera pas attention et vous allez prendre dans le pif. Ça va commencer à vous chatouiller comme de la moutarde. Il faut partager sur ces valeurs parce qu'ils aiment ça. Et ça donne une bonne cohésion d'équipe. Je vous offre là un petit truc que j'ai lu ce matin, donc ça tombait juste bien, dans les Échos. Moins imposer les choses et plutôt chercher l'adhésion des collaborateurs. Semble bel et bien être le mantra de cette rentrée. Donc ça, c'est ce que dit le journaliste. Et alors, il écrit « La manière de travailler devient aussi importante que le travail lui-même ». Et ça, c'est un vrai changement. Comment on fait notre boulot, comment on s'organise, comment on communique entre nous. C'est ça qui va donner l'image de votre entreprise. C'est ça qui va faire que vous arriverez à recruter mieux. C'est pour ça, moi, je travaille. Hein, l'image de l'entreprise sur le marché. Hein, tout le monde connaît les petites entreprises du coin. Si vous voulez recruter un salarié pour mettre dans le bureau de vente, derrière le comptoir de votre boulangerie, et qu'on sait que chez vous, de toute façon, le patron n'arrête pas de gueuler parce que quand on rentre pour acheter sa baguette, on l'entend du fond. Ouais, c'est bon. Personne n'a envie d'envoyer sa fille vendre des baguettes chez ce mec-là. Donc, tout ce qu'on montre, tout ce qu'on vend, ça contribue en fait à la capacité de l'entreprise à recruter. Voilà, je crois que j'en ai presque fini. Hein. Il n'y a plus rien derrière ça, je crois. Ouais. C'est le moment de poser des questions pour ceux qui en ont. Tout à fait. Donc, c'est le moment de poser des questions si vous en avez encore. Pour l'instant, je ne vois rien dans le chat, mais n'hésitez pas, du coup, si vous avez des points que vous voulez aborder. C'est très personnel hein, comme vision, je suis bien conscient. C'est un peu le fruit de tout ce que moi j'ai vécu au cours de ma carrière. Et je pense que j'ai toujours essayé de faire ça. Un jour, j'ai quitté une boîte et je leur avais écrit « J'espère que vous trouverez des patrons qui sauront vous respecter autant que j'ai essayé de le faire et qui sauront vous emmener encore plus loin que j'y suis arrivé. » C'était un peu ça mon état d'esprit. Le patron, il est là pour ça, quoi. Oui, bah oui. Et on n'arrive pas toujours, il faut rester humble, il faut avoir beaucoup d'humilité. C'est des relations humaines. Moi, j'avais un autre patron, il disait les ressources humaines, c'est une science molle. Hein. C'est pas palpable, ça dépend des gens. Toutes les personnalités sont différentes. Mais j'ai jamais eu, même avec les plus virulents des représentants du personnel, de relations venimeuses, quoi. Parfois c'était chaud. Parfois, il fallait se voir entre nous. Recrutement via les réseaux, ça veut dire quoi les recrutements via les réseaux, Sandrine? Que pensez-vous des recrutements via les réseaux? Je pense via les réseaux sociaux. Oui, via les réseaux sociaux, mais ça veut dire quoi? Ça veut juste dire je recrute? Ben, c'est bien, ça fait partie des réseaux. J'ai dit la première des lignes dans la recherche des candidats, c'était les réseaux. Alors j'ai parlé de la famille, mais c'est les réseaux sociaux, c'est les réseaux d'entreprise. Évidemment, il faut faire savoir qu'on recrute. Aujourd'hui, il y en a beaucoup, parce que comme le marché est en demande, donc là aussi, si vous voulez faire un recrutement efficace par les réseaux sociaux, eh ben, faites attention à ce que vous allez afficher. Je cherche une vendeuse pour ma boulangerie. Ouais, ok. Non, petite boulangerie de quartier, bien mignonne, meilleure baguette 2021, clientèle charmante, cherche l'hôtesse de caisse qui va ravir tout le monde. Ouais. Vous voyez? C'est juste ça. C'est l'image qu'on donne. Il faut appâter les candidats. C'est ça la difficulté aujourd'hui. Les candidats ont une offre pléthorique. Les candidats sont hyper exigeants. Ils sont
eux, ils se permettent de juger. Eux, ils sont critiques. Par contre, ils n'acceptent pas forcément la même chose dans l'autre sens. Ils veulent qu'on les écoute, qu'on les respecte, et ils vont faire leur choix. C'est pas pour rien que je vous disais que j'ai augmenté mes maçons au début de l'année, parce que moi, je les voyais partir. Hein. Partir bêtement sur un coût de 150 € qui manque ailleurs, alors que chez nous, ils savent très bien que on ne les pousse pas au boulot parce que nous, ce qu'on veut, c'est de la qualité, donc on leur laisse le temps de faire du boulot propre. Mais malgré tout, c'est tentant hein, quand vous avez quelqu'un d'autre qui vient avec un meilleur salaire. Alors, si en plus, dans l'entreprise, on se fait réprimander trop facilement, il n'y a pas d'équité, c'est toujours les mêmes qui se font récompenser, il faut faire attention à tout ça, en fait. C'est l'image qu'on donne de l'entreprise qui va permettre de trouver les bons salariés. Et les réseaux sociaux sont assurément aujourd'hui, de toute façon, tout passe par les réseaux sociaux. Moi, je ne suis vraiment pas un fan. D'ailleurs, si vous regardez mes LinkedIn et mes Facebook, vous comprendrez tout de suite pourquoi j'ai pas trop de clients, parce que je cherche pas bien. Mais j'ai quelque chose contre, moi, de dire coucou, regardez ce que je fais, ça me parle pas. C'est contre mes fameuses valeurs. Mais quand c'est bien fait, quand c'est de la vraie information et pas que de la pub, quand c'est de la vraie information et qu'on partage quelque chose de sympa, c'est agréable. Et donc, les jeunes, ils mangent que par ça, hein. Tout le temps. Ouais, vous le savez. Totalement. D'autres Ok, questions j'ai pas l'impression pour l'instant. Merci Pauline et Vincent pour votre excellente intervention. Je vous souhaite un bon début de soirée. Bonne soirée à vous aussi pour ceux qui partent déjà. Que peut-on faire pour garder ces salariés qui demandent de gagner plus et qu'on ne peut pas parce que cela ne correspond pas au poste? C'est une bonne question. Donc ça, on part du principe dans la question que la demande est exagérée. Hein. Donc on a un poste et il est déjà bien payé dans la moyenne, mais il veut plus encore. Alors, moi, c'est un peu ce que je fais avec mes patrons quand ils me disent il faut que j'augmente ma rentabilité. Je lui demande clairement mais qu'est-ce que tu vas faire des sous? Ils sont souvent surpris. Hein. Parce qu'on a l'impression des sous, on peut toujours en avoir plus, tant mieux, on les prend. Oui, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Donc, le salarié, il doit avoir une idée dans la tête. Il veut pas, ou alors il ne sait pas. Il demande juste une augmentation pour être plus payé. Donc c'est peut-être le moment de lui dire, mais attends, tu vas en faire quoi? C'est quoi ton projet? Parce qu'on peut trouver d'autres moyens aussi de lui permettre d'arriver à la réalisation de son projet. De toute façon, s'il veut plus et qu'il est au-dessus du marché, il ne trouvera pas ailleurs. Il ne faut pas l'écouter forcément non plus. Il a le droit de vous raconter de belles sornettes, juste pour vous foutre la pression, pour voir si vous cédez. Ce qu'il faut, c'est rester dans le dialogue. Donc, lui dire non, je ne peux pas, vraiment, regarde, tu vois les résultats de l'entreprise. Cette année, on a tel type de difficulté où je viens de recruter quelqu'un en plus, qui est d'ailleurs nettement moins bienveillant que toi, puisqu'il n'a pas la même expérience, puisque toi, tu es là depuis longtemps. Si c'est l'inverse, c'est mort. Hein. C'est clair que si vous recrutez quelqu'un à un poste où il a moins d'expérience que quelqu'un chez vous qui est moins bien payé que lui, alors là, vous tirez une balle dans le pied. Hein. Là, c'est très, très difficile à défendre après. Moi, souvent, mes recrutements m'ont conduit à augmenter ce qui était en place. Ça m'est arrivé plusieurs fois parce que j'avais des gens qui étaient là depuis longtemps, qui étaient contents de faire leur boulot, qui n'étaient pas forcément gourmands à demander plus. Mais au moment où j'ai voulu recruter, je n'ai pas trouvé au même niveau de salaire. Et donc, j'étais obligé de recruter un peu plus cher. Et bien, avant qu'il arrive, j'augmentais vite les autres sans qu'ils ne demandent rien. Pour que ça reste logique, il faut que la grille des rémunérations dans une entreprise soit cohérente, sinon ça ne marche pas. Donc, s'il y en a un qui est dans cette grille, que c'est logique par rapport au marché, par rapport à tout, et qui veut plus, il faut se demander s'il veut vraiment plus. Est-ce qu'il n'a pas juste envie de partir? Il faut discuter avec lui. Et si vraiment on a un problème de modèle économique, hein, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à payer les gens ce à quoi ils auraient le droit normalement, eh ben, il faut reprendre les prévisionnels et il faut se dire non, moi j'ai besoin de payer 4 personnes à ce prix-là et puis regarder combien je vends, voir s'il ne faut pas vendre plus cher. Ça peut aussi être une explication. Mais il y a toujours des solutions. Il faut discuter pour savoir si la question est honnêtement posée et après voir effectivement ce qu'il faut faire pour pouvoir l'augmenter. Parce qu'on part quand même du principe que ça ne correspond pas au poste. Donc, on a une assistante de direction qui veut être payée 2500 balles net par mois. On peut peut-être lui proposer un autre poste où elle peut les avoir aussi. Il faut être créatif. Hein. Les chefs d'entreprise, c'est très créatif. Ça a toujours plein de petites antennes ouvertes et ça trouve des solutions. Ok. Je ne sais pas si je vous ai donné des idées ou si vous me prenez pour un fou, mais c'est un peu comme ça que moi, je traiterais la situation si elle se présentait à moi. Non, mais totalement. Ok, on a aussi Noëlla qui nous demande sur le plan d'intégration, j'aimerais savoir si l'on peut mettre aussi à jour l'organigramme pour les stagiaires professionnels.
Oui. En tout cas, moi, un stagiaire, un apprenti, c'est tous des salariés, au même titre que les autres. Quand il y a des gratifications, là, j'ai souvent eu à me battre, même avec les représentants du personnel. Quand j'avais des primes qui tombaient à un moment donné, s'il y a un stagiaire ou un apprenti ou quelqu'un qui était là, il avait toujours droit à un petit bout. Évidemment, c'était proportionné. On faisait très attention à bien fixer les règles de cette distribution pour qu'elle soit légale, hein, puisqu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Hein, il faut respecter les histoires de collège et de tout. Donc, on s'arrangeait toujours pour créer un collège salarié, alternant ou intérimaire ou je ne sais pas quoi, mais on leur donnait toujours quelque chose. Donc, pour moi, un salarié, il doit être sur l'organigramme parce qu'il fait partie de l'organisation, parce qu'il a sa place. Hein. Lui aussi, quand il va arriver, s'il voit qu'il est sur l'organigramme, même s'il y a marqué stagiaire dessous, le fait qu'il y ait marqué stagiaire, ça va le rassurer. Et le fait qu'il soit sur l'organigramme, ça va lui faire plaisir. Pour moi, c'est certain. Ok, top. Eh bien, pour l'instant, je n'ai plus d'autres questions. 55 minutes 41 secondes, on est pas mal. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok, bah s'il y a plus de questions, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. On a quelqu'un, donc un conseiller Rivalis ou en tout cas quelqu'un de chez Rivalis, qui de proximité, qui vous rappellera gratuitement pour parler de votre situation. Donc vous pourrez lui poser des questions en fonction de votre situation à vous, parce que c'est vrai que là c'est des conseils sur plein, voilà, basiques, on va dire, sur plein de situations différentes, mais vous pouvez les adapter et nos conseillers sont là pour adapter ces conseils à votre situation, à votre entreprise et pourront vous aider sur différentes questions que vous avez, que vous posez. Voilà, donc vous serez rappelés et n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On est là pour ça, pour vous aider. Donc voilà, ça serait avec plaisir. On est Euh, toujours de bonne humeur, on fait ça avec plaisir. Et la première fois qu'on se voit, ça ne vous coûte jamais rien. Donc, C'est ça. ne En vous plus, gênez c'est pas. vrai. C'est vrai. Les premiers rendez-vous avec un conseiller Rivalis sont offerts. Donc voilà, n'hésitez pas à en rencontrer un, à discuter avec lui ou elle pour voilà, pour améliorer votre situation, pour essayer de recruter, parce que c'est vrai qu'en ce moment c'est hyper compliqué de recruter. C'est un des principaux problèmes. Et c'était déjà Heu, le cas, rappelez-vous, parce qu'on a ouais, passé 2 ans de Covid. mmh, Mais moi, je me rappelle toujours, avant le Covid, le principal problème des patrons, c'était le recrutement déjà. Hein. C'était les ressources humaines. On avait déjà tous les métiers en souffrance et tout. Alors évidemment, tout ça, ça s'est noyé parce que les productions se sont ralenties, parce qu'on a tout modulé, parce qu'on a fait travailler des gens en home office, en télétravail. Mais le recrutement reste, je pense, c'est une des missions les plus compliquées du chef d'entreprise. Mais c'est aussi, pour moi en tout cas, une des plus pétillante, hein, une des plus intéressantes. OK. OK, bon, bah, top. En tout cas, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. On est, sur, Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter et YouTube. Donc vous pouvez nous retrouver pour savoir, les dates des prochains webinaires, pour avoir des conseils, des tutos, de l'actu, des témoignages, des infos, enfin voilà, vous pouvez nous suivre parce qu'on donne, plein de conseils, plein de choses. Sur YouTube, vous pouvez retrouver, nos tutos, tous les webinaires qui ont été faits. Donc, il y a eu déjà, pas mal de thématiques abordées. Il y a eu une trentaine de thématiques abordées, donc voilà, on a quand même pas mal de choses. Si vous cherchez de l'info, c'est gratuit. Vous pouvez avoir accès à tous les webinaires qui sont faits avec nos conseillers Rivalis. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, bah, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Merci Vincent pour tes conseils. Merci Merci Pauline pour pour ton temps. l'invitation et pour le bon moment passé ensemble. Ouais, c'était top. Merci beaucoup pour ce premier webinaire. J'espère que tu as aimé cette Absolument. expérience. Et C'est aux autres qu'il faut demander. Hein. Moi, je me suis oui, bien amusé, mais bah, j'ai l'impression que ça a plu aussi. On a pas mal de gens qui nous font des retours, «Merci beaucoup, c'était top» et cetera. Donc voilà, bah, on est content que ça vous ait plu, et puis, bah, on vous dit, à bientôt pour un prochain webinaire. merci. Bonne À soirée à bientôt, tous. bonne soirée. Au revoir. Au revoir.